Si je te demande d'imaginer Obélix, Astérix ou Cléopâtre, et que t'es né dans les années 90 ou 2000, il y a de grandes chances qu'il ressemblerait à ça. Je trouve ça fou parce que, au fond, on n'imagine même plus les personnages de la BD, mais on pense directement au film. Mais pourquoi ces personnages sont devenus aussi iconiques? Au-delà de leur humour, de leur aventure, de leur popularité, il y a leur apparence, leur costume, leur style. Et pourquoi 20 ans après, on les reconnaît encore immédiatement? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Comment les costumes d'Astérix Mission Cléopâtre ont été choisis et créés. Rien n'a été choisi au hasard. Déjà, pour comprendre les costumes dans le film, il faut comprendre le contexte. Pourquoi et comment il a été créé. Pour comprendre pourquoi les costumes du film de Mission Cléopâtre fonctionnent aussi bien, il faut retourner en 2002. Ce film est profondément marqué par son époque. Je parle pas juste des musiques ou des blagues, je parle du contexte culturel en général. Au début des années 2000 en France, on est dans un moment particulier. Internet commence à arriver dans les maisons, les téléphones deviennent normaux, la télé est partout, Canal+, TF1, les pubs, les sketchs. Toute une génération grandit avec la culture télé. Et ça, Mission Cléopâtre en joue complètement. Le film est rempli de références que les gens de l'époque comprennent immédiatement. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Et ça, c'est l'art d'Alain Chabat. Des références partout, parfois énormes, parfois minuscules, et surtout un humour absurde, complètement absurde. Un humour qui casse complètement le réalisme, comme les pirates, qui réapparaissent tout le temps, juste pour se faire couler. Ou Numéro bis, qui parle comme si c'était un architecte complètement dépassé dans le BTP. Et ça raconte quelque chose de la France des années 2000, l'époque où l'humour télé était partout. Les sketchs, les détournements, les références cachées, les phrases absurdes qu'on répète entre amis. Et là, on arrive à Alain Chabat, parce que ce film ne sort pas de nulle part. Alain Chabat, à ce moment-là, c'est déjà une figure énorme de l'humour français. Avant Mission Cléopâtre, il vient surtout de Canal+, du groupe des Nuls, avec leurs parodies complètement absurdes, les faux journaux, les sketchs, les pubs détournées. L'humour qui mélange culture populaire, absurdité et références cachées. Quand tu regardes Mission Cléopâtre aujourd'hui, tu retrouves exactement ça, mais avec un budget colossal. Et une direction artistique hyper poussée. Avant ça, Alain Chabat avait déjà réalisé Didier, son premier film, et ça avait très bien marché. Donc on lui confie quelque chose de presque impossible. Adapter Astérix, après le premier Astérix qui avait déjà très bien marché, mais avec une énorme pression. Parce que Astérix en France, c'est presque sacré. Et plutôt que faire un peplum sérieux, Chabat fait quelque chose d'intelligent. Il ne cherche pas à être historique, il cherche à être fidèle à l'esprit de Goscinny. C'est-à-dire des anachronismes, des blagues modernes, des références pop, de la caricature, et surtout des personnages immédiatement reconnaissables. Tu comprends qui ils sont en une seconde. Et ça, les costumes vont énormément aider à le faire. Bon, maintenant qu'on comprend un peu mieux le contexte du film, on peut parler de quelque chose qui me fascine. Comment on crée les costumes d'un film comme Mission Cléopâtre? Parce que, en vrai, sur le papier, ça a tout pour être un cauchemar. Tu dois créer des personnages qui soient drôles, crédibles, immédiatement reconnaissables, très stylisés, très exagérés, mais sans tomber dans le costume de parc d'attraction, sans tomber dans le déguisement cheap. Et ça, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il y a un piège énorme avec ce genre de film. Soit tu fais quelque chose de trop réaliste et tu perds complètement l'humour, soit tu pousses un peu trop la caricature et là, tout ressemble à un grand sketch. Mission Cléopâtre, lui, trouve un équilibre assez fou. Et je pense que ça vient d'une décision très intelligente dès le départ. Le film n'essaye jamais d'être historiquement juste, jamais. Et ça, je trouve ça hyper important à comprendre. Le but n'est pas de reproduire ou de refaire une Égypte antique, comme dans un document Arte. Le but, c'était de créer une Égypte de cinéma, une Égypte fantasmée, une Égypte vue à travers l'univers d'Alain Chabat. Plus drôle, plus pop, plus théâtrale, plus grande que nature. Et ça se voit immédiatement. Regardez les silhouettes. Tout est poussé un peu plus loin que la vraie vie. Les coiffures sont plus imposantes, les bijoux plus présents, les matières plus riches, les volumes plus assumés.
Même les couleurs racontent quelque chose. L'or partout, les bleus sont ultra saturés. Tout paraît plus vivant, plus expressif, mais jamais complètement absurde. Et c'est là où je trouve que le travail du costumier est hyper important et hyper fort. Parce qu'ils ont compris quelque chose d'essentiel. Si on exagère, il faut exagérer intelligemment. Chaque personnage doit être lisible instantanément. Tu dois comprendre qui il est avant même qu'il a ouvert la bouche. Par exemple, sans rentrer encore dans le détail des personnages, regardez juste les silhouettes. Cléopâtre prend énormément d'espace visuel. Tout chez elle attire le regard. Elle est presque mise en scène comme une star. À l'inverse, Numéro bis paraît beaucoup plus désordonné, plus vivant, plus bordélique en fait. Même de loin, tu ressens une énergie différente. Et ça, c'est très fort. Parce qu'un bon costume, c'est pas juste un beau vêtement, c'est un résumé narratif. Ton cerveau comprend déjà quelque chose. Le statut, l'ego, le pouvoir, le ridicule, la fragilité, l'ambition. Dans Mission Cléopâtre, ça fonctionne presque sur tous les personnages, même les seconds rôles, même les figurants parfois. On sent qu'il y a une vraie réflexion de construction d'un univers cohérent, un univers où tout paraît absurde, mais où tout obéit quand même à des règles visuelles très précises. Et quand on regarde les chiffres d'un film comme celui-là, on comprend vite que le chantier était gigantesque. Et justement, quand on parle des costumes dans Mission Cléopâtre, il faut parler des gens qui sont derrière, parce que ce genre d'univers visuel n'est jamais créé par une seule tête. Sur le film, le travail des costumes est porté notamment par Philippe Guillotel, Tonino Liberatore et Florence Sadone. Et ce qui est important, c'est que Alain Chabat ne voulait pas juste faire des costumes égyptiens. Ça aurait été beaucoup trop simple et surtout beaucoup moins drôle. Ce qu'il voulait, c'était retrouver l'esprit de Goscinny. Des personnages ultra reconnaissables, des silhouettes fortes, des looks presque caricaturaux, mais qui restent crédibles sur des vrais acteurs. Parce qu'il y avait un vrai problème à résoudre. Dans une BD, tu peux pousser les formes à l'extrême. Les épaules, les nez, les proportions, les couleurs, tout peut être exagéré. Mais quand tu passes à des humains, ça peut très vite devenir ridicule. Très vite ressembler à un déguisement. Et ça, Chabat voulait absolument l'éviter. D'ailleurs, il expliquera plus tard qu'en préparant le film, il regardait énormément les dessins d'Uberzo, presque obsessionnellement, pour comprendre les formes, les volumes, les silhouettes, l'énergie des personnages. Mais en même temps, il savait qu'il fallait s'adapter, parce qu'on travaille avec Monica Bellucci, avec Jamel Debbouze, avec Gérard Depardieu, avec des visages, avec des corps, des présences très fortes. Donc le costume devait faire quelque chose de très compliqué. Être fidèle à Astérix sans copier Astérix. Et ça, je trouve ça hyper intéressant et intelligent. Parce que pour les Gaulois et les Romains, l'équipe s'est rapprochée des BD. On reconnaît immédiatement les silhouettes classiques. Mais côté Égypte, ils se donnent beaucoup plus de liberté. L'équipe costume et Alain Chabat ont créé un univers autour de l'Égypte, une mode égyptienne, presque des tendances. Des styles différents selon les personnages. Du côté streetwear pour Numéro bis, à quelque chose de beaucoup plus glamour, haute couture pour Cléopâtre. Et un style presque reptilien et inquiétant pour un mob office. On comprend vite qu'on n'est pas dans une petite production ou une production classique. On parle d'un projet pharaonique. Ça aide un peu à comprendre pourquoi le projet est aussi vivant. Parce qu'encore une fois, on n'habille pas juste quelques acteurs principaux. On construit un monde entier. Pour Mission Cléopâtre, il y a plus de 2500 costumes créés pour le film. 2500. C'est énorme. Et avec ça, plus de 5000 sandales fabriquées. Juste des sandales. Ça donne déjà une idée. Et ça s'arrête pas là. Pour les costumes, l'équipe utilise plus de 11 km de tissu. Oui, des kilomètres, littéralement. Et derrière, il faut aussi gérer les coiffures, des perruques, des accessoires. Rien que pour Monica Bellucci, il y avait une douzaine de perruques. Et environ 1500 perruques pour le reste du film. Et puis il y a les figurants, parce qu'on oublie souvent. Mais l'Égypte de Mission Cléopâtre paraît crédible aussi parce qu'elle est remplie. Il y avait jusqu'à 2000 figurants sur certaines scènes de chantier. 2000 personnes habillées, à coiffer, à accessoiriser et surtout à rendre cohérent visuellement. Parce qu'un monde crédible, ça se joue aussi dans les arrière-plans. Même quelqu'un qu'on voit 2 secondes doit donner l'impression qu'il appartient à cet univers. Et ça, je trouve ça fou. Parce qu'un Mission Cléopâtre aurait pu ressembler à un immense carnaval. Avec trop de couleurs, trop de références, trop d'exagération. Mais ça n'arrive jamais. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vraie cohérence visuelle. On sent qu'il y a des règles, une logique, une identité. En fait, tu crois à cette Égypte absurde. Tu y crois à cette caricature. Et ça demande un travail costume gigantesque. Et maintenant, regardons ce que les costumes veulent vraiment dire. On va commencer par elle, parce que évidemment, c'est le centre du pouvoir.
Tous ses costumes sont créés autour de quelque chose de simple. Elle doit dominer l'image. Toujours. Partout. Silhouette imposante, présence immédiate, de l'or partout. Des bijoux lourds, des coiffures très structurées. Rien n'est léger, rien n'est discret. Et en fait, son costume ne cherche pas à la rendre historique. Il cherche à la rendre iconique, presque comme une star. Une figure au-dessus des autres personnages. Quand elle rentre dans une scène, elle prend tout l'espace visuel. Et ça raconte déjà quelque chose de son personnage. L'ego, la puissance, le contrôle, mais aussi une forme de mise en scène permanente. Comme si elle jouait elle-même son propre mythe. Obélix, c'est complètement l'inverse. Tout est dans la simplicité, dans la rondeur, dans le confort. Son costume ne cherche pas à le rendre impressionnant. Il cherche à le rendre humain, accessible. Je parle bien du costume et du personnage, pas de l'acteur. Il cherche presque à le rendre enfantin. Et ça raconte parfaitement son personnage. Obélix n'est pas du tout dans la stratégie. Il n'est pas dans le pouvoir, il est dans l'instinct, dans la joie, dans la gourmandise. Et son costume suit exactement ça. Quelque chose de simple, de reconnaissable, immédiatement. Astérix est beaucoup plus équilibré. Son costume est structuré, mais pas lourd. Il est fonctionnel, il est précis, il est intelligent, comme lui. Tout est beaucoup plus contrôlé, plus réfléchi, moins dans l'excès. Et ça raconte un personnage qui réfléchit avant d'agir. Quelqu'un dans la stratégie, dans la vigilance, dans la tension permanente. Pour le numéro bis, c'est probablement les costumes les plus importants du film. Parce qu'il raconte son personnage avant qu'il s'exprime. Tout est désordre, tout est accumulation, rien n'est parfaitement ajusté. On a l'impression d'un personnage toujours en mouvement, toujours en retard, toujours débordé. Son costume raconte ça. Chaos créatif. L'architecte qui pense trop vite pour son propre monde. À mon beau-fils, lui, c'est l'excès contrôlé. Tout est trop, mais dans une direction bien précise. Son costume ne cherche pas à être sympathique, il cherche à être menaçant, rigide, dur, presque agressif visuellement. Et ça traduit parfaitement son rôle. L'opposition, la frustration, l'envie de contrôle. C'est un personnage qui veut dominer, et son costume le dit immédiatement. Pour César, c'est très intéressant. Parce que son costume ne le rend pas simplement puissant, il le rend théâtral, presque en représentation permanente. Il n'est pas juste un empereur, il est un empereur qui se regarde être empereur. Tout est travaillé, tout est stylisé, presque trop parfait et parfois un peu ridicule, sans le vouloir. Et c'est ça qui est génial, parce que ça crée un équilibre entre autorité et caricature. Le Scape, lui, c'est le personnage le plus moderne dans sa logique. C'est un personnage de communication, d'organisation, de flux. Et son costume raconte ça. Quelque chose de fonctionnel, simple, mais très codé. Il est là pour transmettre, pas pour briller. Et justement, c'est ce qui le rend intéressant, parce qu'il fait partie du système sans être au centre. Quand on met tous les personnages côte à côte, on comprend presque quelque chose d'essentiel. Chaque costume n'est pas juste un vêtement. C'est une écriture. C'est une façon de raconter les personnages avant même qu'il y ait les dialogues. C'est pour ça que le film fonctionne aussi bien visuellement. Parce que tu n'as pas besoin d'explications. Tu comprends déjà tout en regardant. C'est aussi pour ça que je voulais commencer cette chaîne avec ce film. Parce que si je suis honnête, Mission Cléopâtre, c'est vraiment ce film qui m'a permis d'ouvrir les yeux sur la magie des costumes, la symbolique des costumes et la force créative des costumes. Pas juste les voir, mais les observer. Chercher les détails. Pourquoi un personnage est habillé comme ça? Pourquoi cette couleur? Pourquoi cette silhouette? Pourquoi ce choix-là plutôt qu'un autre? Et en fait, c'est là que j'ai commencé à comprendre un truc. Le costume, ce n'est pas juste un vêtement. C'est une façon de raconter quelqu'un. Sans dialogue, sans explication, juste par l'image. Et Mission Cléopâtre, il fait ça de manière tellement évidente, tellement intelligente, qui t'apprend presque à regarder un film différemment. Et quelque part, je crois que cette chaîne commence un peu ici, avec cette envie-là, de comprendre ce que les costumes racontent vraiment. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter et activer la cloche. A plus!